Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis luthier. Je passe mes journées à redonner vie à de vieilles guitares. Mon atelier est aussi mon appartement, ici sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. L'air sent toujours un mélange de sciure de palissandre, de vernis et du café que je laisse refroidir sur l'établi. Je vis au 4e étage sans ascenseur, et les bruits de la ville montent jusqu'à moi, étouffés, comme un murmure constant qui m'empêche de me sentir complètement seul. Ma routine est simple. Le soleil me réveille en frappant la grande verrière. Je me lève, je fais couler un café, puis je commence à travailler. Mes mains connaissent le chemin. Le raclement d'un ciseau à bois, la douceur du papier de verre sur une touche en ébène, la tension d'une corde neuve que j'accorde à l'oreille. Je peux passer 8 heures sans voir personne. Juste le bois et moi, et le temps qui s'écoule au rythme des outils que je nettoie et que je range chaque soir. Parfois, en mangeant un plat réchauffé devant la fenêtre, je regarde les gens en bas. Des couples qui se tiennent la main, des amis qui rient trop fort. Je me souviens d'un temps où les rires à deux finissaient toujours par me laisser en dehors de la conversation. Je redresse un cadre sur le mur, un geste mécanique. L'appartement est silencieux une fois que mes outils se sont tus. C'est un silence propre, ordonné. Un silence que j'ai choisi, la plupart du temps. Ce soir-là, mon téléphone a vibré sur une pile de factures. C'était Marc, pour son anniversaire. J'ai hésité, passant une main dans mes cheveux pleins de poussière de bois. Il a insisté. J'ai fini par soupirer, poser mon ciseau sur son support en feutre et promettre de venir. Ça ne pouvait pas me faire de mal. J'ai propre et une chemise qui ne sentait pas la terreur sortie dans la fraîcheur du soir. L'appartement de Marc était bondé, la musique s'échappait par les fenêtres ouvertes sur la Saône. La chaleur humaine et l'odeur de vin renversé m'ont frappé à l'entrée. J'ai pris une bière, la bouteille froide contre ma paume, et je me suis calé contre un mur, observant. C'est ce que je fais de mieux. Regarder les autres vivre, essayer de deviner leurs histoires en silence. Mes doigts tapotaient nerveusement le goulot de la bouteille. L'une avait de longs cheveux châtains ondulés, l'autre une coupe au carré noir ébène. Elles étaient dans un coin, inséparables. Elles riaient. La brune posait constamment une main sur le bras de la châtaine. Me parlait à l'oreille, finissant les phrases l'une de l'autre. J'ai senti une vieille crispation dans ma nuque. Je connaissais cette dynamique. J'ai détourné le regard, bu une gorgée de ma bière. Plus tard, je l'ai vue seule près du bar, la fille aux cheveux châtains. Elle cherchait un décapsuleur. Je me suis approché, j'en ai attrapé un qui traînait, et je le lui ai tendu. Nos doigts se sont effleurés. Elle a levé les yeux, et j'ai remarqué des taches de rousseur sur son nez. Elle m'a remercié, sa voix était plus douce que ce que j'imaginais. Elle s'appelait Chloé. J'ai posé un coude sur le comptoir, essayant d'avoir l'air détendu. On a parlé un peu. Elle était illustratrice. Elle m'a demandé ce que je faisais. Quand j'ai parlé du bois, de l'odeur, de la patience que ça demande, elle a penché la tête sur le côté, ses yeux verts fixés sur moi. Elle écoutait vraiment. Pas comme quelqu'un qui attend son tour pour parler. Pour la première fois de la soirée, j'ai oublié le bruit autour de nous. Ma main s'est arrêtée de tapoter ma bouteille. Puis l'autre est arrivée. Élise. Elle glissé entre nous avec une assurance qui a créé un courant d'air. Elle a posé une main sur l'épaule de Chloé sans me jeter un regard. Ses yeux bleus, très clairs, m'ont finalement scanné, de haut en bas, sans la moindre chaleur. J'ai reculé d'un pas, instinctivement. L'espace que j'avais cru trouver venait de se refermer. Élise s'est tournée vers son ami, assez fort pour que j'entende. « Il te plaît ?» Chloé a rougi, ses doigts jouant avec une mèche de ses cheveux. A hoché la tête, un mouvement presque imperceptible. Oui. Alors, Élise a planté son regard perçant dans le mien. À moi aussi. Le silence a duré 1 seconde, 2 secondes. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai laissé échapper un petit rire, pensant que c'était une blague. J'ai secoué la tête, cherchant un peu d'air. Ah, je suis flatté. Mais il va falloir vous décider alors. Le sourire d'Élise ne bougeait pas. Non, tu n'as pas compris. On ne se décide pas. C'est les deux, ou rien. Chloé regardait ses pieds, mal à l'aise. Sentit le sol se dérober. Toutes les deux, en même temps, je suis resté là, la bouteille vide à la main, à les regarder. J'ai bredouillé une excuse et je me suis éloigné, traversant la foule sans vraiment la voir. Dehors, l'air frais m'a giflé le visage. Je suis rentré chez moi en marchant vite. Léo, Chloé, Élise. Et cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Le lendemain, mon téléphone a vibré. Un message d'un groupe inconnu, avec elles deux dedans.
Juste 4 mots. Alors, tu as réfléchi? J'ai fixé l'écran du téléphone pendant 1 minute entière, le pouce suspendu au-dessus du clavier. Chloé, Élise. Alors, tu as réfléchi? La question était simple, directe. J'ai repensé à ma dernière relation, au sentiment d'être une pièce rapportée. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, un geste machinal. Contre toute attente, j'ai tapé une réponse de 3 mots. On a 1 semaine. J'ai posé le téléphone face contre l'établi, comme pour ne pas voir leur réponse arriver. Notre premier rendez-vous, le lendemain soir, s'est fait au cinéma. Un terrain neutre, sombre, qui n'exigeait pas de conversation forcée. Et les billets, Élise a pris le popcorn. Je me suis assis entre elles. Une évidence silencieuse. La lumière s'est éteinte, projetant des ombres sur leur visage. Chloé avait les mains jointes sur ses genoux. Élise, elle, a immédiatement plongé la main dans le seau de popcorn, le bruit du plastique crissant dans le silence qui s'installait. Pendant le film, je n'ai rien suivi de l'intrigue. J'étais juste conscient de leur présence. À ma droite, le parfum de Chloé, quelque chose de léger, comme du papier et de l'encre. À ma énergie d'Élise, plus palpable, elle bougeait, changeait de position. À un moment, en cherchant l'accoudoir, la main de Chloé a frôlé la mienne. Un contact bref, presque électrique. Elle a retiré sa main aussitôt. Je n'ai pas bougé, mes doigts sont restés crispés sur le velours usé du siège. En sortant, on a marché le long des quais de Saône. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre. La conversation tournait autour du film, des banalités. J'ai remarqué qu'Élise parlait pour deux, finissant souvent les phrases que Chloé commençait à peine. Chloé la laissait faire, un petit sourire au lâchait les mains dans les poches, donnant de temps en temps un coup de pied dans un caillou invisible, juste pour occuper mon corps, pour me donner une contenance. Le lendemain, on s'est retrouvés au parc de la Tête d'Or. Le soleil était doux. On a pris des glaces. Et sur un banc, Élise racontait une anecdote de son travail, avec de grands gestes. Chloé, elle, avait sorti un petit carnet et un crayon. Discrètement, elle dessinait la forme d'un des vieux arbres en face de nous, le crayon glissant sur la page. Je la regardais faire, fasciné par la concentration dans ses yeux verts. Mes mains serraient le cornet de glace qui commençait à fondre. Cette histoire commence à vous parler? Si vous connaissez ce genre de situation où on ne sait pas quelle est sa place, restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Bref, je continue, parce que c'est commencé à se compliquer. On était assis là, et pour la première fois, j'ai senti une fissure, une toute petite ligne de fracture entre elles deux. Une chose que je n'arrivais pas encore à nommer, mais qui était là. Le 3e jour, c'était un café sous une pluie fine. L'odeur de l'asphalte mouillé entrait par la porte ouverte. On s'est installé à une table près de la fenêtre. Chloé a commandé un thé, ses doigts fins enroulés autour de la tasse chaude. Élise était sur son téléphone, répondant à des messages. J'ai parlé un peu de mon atelier, de la difficulté de trouver le bon morceau d'érable pour un manche de guitare. Je remuais mon café, créant un petit tourbillon qui n'en finissait pas. Chloé a levé les yeux de sa tasse. Elle m'a posé une question sur les outils que j'utilisais. Une vraie question, précise. Elle voulait savoir comment on pouvait sculpter quelque chose de si délicat avec des outils qui semblaient si bruts. Élise a levé un sourcil par-dessus son écran, l'air à peine intéressé. J'ai décrit la sensation du bois sous le ciseau, le son que ça fait. Pendant 1 minute, il n'y avait plus qu'elle et moi. Mes mains se sont posées à plat sur la table. Par nervosité, j'ai sorti un objet de ma poche. Un médiator que j'avais sculpté dans un bout de bois d'olivier. Je le faisais rouler entre mon pouce et mon index, peine du bois lisse sous ma peau. C'est un tic. Une façon d'occuper mes mains quand je ne sais pas quoi en faire. Le petit objet captait la lumière grise de l'extérieur. Je n'ai même pas réalisé que je l'avais sorti avant que Chloé ne le remarque. Son regard s'est fixé dessus. « C'est joli. Tu l'as fait ?» J'ai hoché la tête, un peu gêné. Je le lui ai tendu par-dessus la table. Ses doigts étaient froids quand ils ont effleuré les miens pour le prendre. Il a examiné de près, le tournant et le retournant, comme si c'était une pièce de musée. Élise a jeté un regard rapide avant de soupirer et de se replonger dans son téléphone. Le geste a créé un petit froid entre nous. Chloé m'a rendu le médiator, son sourire était différent, plus personnel. Je l'ai remis dans ma poche, la chaleur de sa main encore imprimée sur le bois. Élise a alors posé son téléphone avec un claquement sec sur la table. « Bon, on fait quoi ce soir ?» a-t-elle lancé,
brisant le moment. Le fil était coupé. J'ai regardé la pluie qui striait la vitre, sentant le poids de cette semaine s'installer sur mes épaules. Les jours suivants, la routine s'est installée. Des sorties à trois, des conversations à trois, des silences à trois. Mais je me surprenais à chercher le regard de Chloé avant celui d'Élise. Je notais comment elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était en désaccord et remarquais ce fil de cheveux blancs, unique, près de sa tempe, visible seulement quand la lumière tombait d'un certain angle. Je me suis surpris à vouloir en savoir plus sur ses dessins. Puis, le 4e soir, mon téléphone a vibré. J'étais en train de nettoyer un vieil établi, l'odeur de la térébenthine me piquant les narines. J'ai regardé l'écran. C'était un message de Chloé. Juste, mon cœur a raté un battement. Mon pouce a hésité une seconde avant d'ouvrir la notification. Mes mains, qui avaient été si sûres sur mes outils quelques instants plus tôt, tremblèrent légèrement. Le message était court. « On peut prendre un café demain ? Juste nous deux. » Ces quelques mots changeaient tout. C'était une entorse directe à leurs règles. Le « deux ou rien » venait de se fissurer. J'ai relu la phrase plusieurs fois. J'ai regardé autour de moi, dans mon atelier silencieux, comme si quelqu'un pouvait me donner la réponse. J'ai tapé « Oui, quand ?» Mon souffle suspendu dans ma poitrine. On s'est retrouvés dans un petit café des Pentes, un endroit que je ne connaissais pas. L'air était différent sans Élise. Plus calme, plus lourd aussi. Chloé n'arrêtait pas de remuer son café, même s'il n'y avait plus de sucre à dissoudre. Elle évitait mon regard, fixant un point au-dessus de mon épaule. Elle a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu faire. Ça faisait 4 jours qu'on se voyait. Notre routine à 3, étrange et bancale. Le Mediator en bois d'olivier avait créé un pont silencieux entre nous, un secret partagé sous le regard d'Élise. Mais là, dans ce café, tout a basculé. Elle a finalement posé sa cuillère dans la soucoupe avec un petit bruit sec. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une inquiétude non dissimulée dans son regard. « Il fallait que je te parle, Élise. » Elle commence à être jalouse. J'ai hoché la tête, lentement. Le mot « jalouse » flottait dans l'air entre nous, lourd et inconfortable. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table en formica. J'ai regardé ses mains, pas son visage. Ses doigts traçaient des cercles invisibles sur la condensation de son verre d'eau. Elle ne m'avait pas demandé de choisir, pas encore. Elle donnait juste une information, un avertissement. J'ai pris une gorgée de mon café, déjà froid. Une pellicule s'était formée à la surface. Nos rendez-vous secrets sont devenus une habitude. Mardi et le jeudi, après son travail. Toujours dans ce même café, à la même table. Et notre bulle, à l'abri du reste. Je la regardais arriver, poussant la porte vitrée, ses cheveux châtains un peu en désordre à cause du vent des pentes. Elle me souriait, un vrai sourire cette fois, qui atteignait ses yeux verts. Je lui gardais sa place, et je commandais son thé sans même lui demander. Le serveur avait fini par nous connaître. On ne parlait pas d'Élise. C'était la règle tacite. On parlait de tout le reste. De ses illustrations, des personnages qu'elle inventait. Elle me montrait ses croquis dans son carnet, le papier fin un peu corné. Je lui parlais du grain d'un morceau de cèdre, de la courbe parfaite d'une éclisse de guitare. Un jour, nos genoux se sont touchés sous la table. Aucun de nous deux ne s'est écarté. Le contact était chaud, une petite ancre dans le courant de la conversation. Elle a commencé à me raconter des bribes de son histoire. Pas tout d'un coup. Juste des fragments, lâchés au détour d'une phrase. Parler de son arrivée à Lyon, seule, pour les études. De la difficulté des premiers mois. Elle a mentionné Élise comme celle qu'il avait trouvée, littéralement, perdue dans les rues du vieux Lyon un soir de fête des Lumières. Pendant qu'elle parlait, je redressais les sachets de sucre sur la table, les alignant parfaitement, juste pour occuper mes mains. J'ai compris que leur amitié était une forteresse, bâtie sur une peur commune de la solitude. Élise était les murs, Chloé était la personne à l'intérieur. Et moi j'étais dehors, en train de taper doucement à la porte. Elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais eu de vraie relation amoureuse. Chaque tentative avait été sabotée par sa peur de briser ce lien avec Élise. Elle a dit ça en regardant par la fenêtre, sa voix à peine un murmure. J'ai poussé ma tasse de quelques centimètres, un geste sans but. 2 semaines sont passées comme ça. 2 semaines de conversation à voix basse et de regards qui duraient une seconde de trop. Je me surprenais à penser à elle en plein milieu de la journée, ma main s'arrêtant au-dessus d'un manche de guitare que je ponçais. Je me demandais ce qu'elle dessinait, si la lumière de son appartement était bonne. J'ai secoué la tête,
essayant de me reconcentrer sur le bruit du papier de verre sur le bois. Mais son visage restait là, juste derrière mes paupières. Un jeudi, elle est arrivée l'air fatigué, des cernes sous les yeux. Elle avait une grosse commande à rendre, elle n'avait presque pas dormi. Elle a posé sa tête dans ses mains, soupirant. J'ai senti un truc se serrer dans ma poitrine. Sans réfléchir, j'ai sorti le petit Mediator en bois d'olivier de ma poche. Je le lui ai tendu par-dessus la table. Mes doigts ont effleuré les siens quand elle l'a pris. C'était un geste impulsif, presque stupide. « Tiens, garde-le, pour la chance », j'ai murmuré. Elle a levé la tête, surprise. Elle a regardé le petit morceau de bois poli dans sa paume. Les veines sombres couraient sur la surface lisse. Elle a fermé la main dessus, si fort que ses jointures sont devenues blanches. Mais ses yeux verts se sont remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle l'a glissé dans la poche de son jean et n'en a plus parlé. Mais je savais qu'il était là. Le mois suivant, on a pris plus de risques. On a commencé à marcher le long des quais après nos cafés. Le soleil de fin de journée jetait une lumière dorée sur la Saône. On marchait côte à côte, nos épaules se frôlant parfois. Le silence entre nous n'était plus gênant. Il était plein de choses non dites. Je la regardais observer les péniches, le vent jouant avec une mèche de ses cheveux. J'avais envie de la repousser derrière son oreille, mais mes mains sont restées dans mes poches. Un soir, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. « Et toi, Léo, pourquoi tu es toujours seul ?» La question m'a pris par surprise. J'ai donné un coup de pied dans un gravier. J'ai parlé de ma dernière relation, de ce sentiment d'être le troisième, l'accessoire. J'ai choisi mes mots avec soin, sans me plaindre. J'ai juste décrit les faits. Comment les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Comment leurs blagues n'avaient pas besoin de moi pour exister. Chloé a écouté sans m'interrompre, la tête penchée sur le côté. C'était son habitude, sa façon de montrer qu'elle était vraiment là. Quand j'ai eu fini, elle a juste dit « Je comprends ». C'était tout. Pas de pitié, pas de conseils, juste ça. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. On a repris notre marche, et cette fois, quand son bras a effleuré le mien, elle a laissé sa main glisser un peu plus bas, jusqu'à ce que le dos de sa main touche la mienne. Nos vies parallèles continuaient. Les rendez-vous à trois étaient devenus une corvée. L'énergie d'Élise me semblait forcée, ses rires trop bruyants. Elle posait des questions auxquelles je répondais par des phrases courtes. Je sentais le regard de Chloé sur moi, inquiet. Je faisais semblant de ne pas le voir. Je nettoyais une tache imaginaire sur mon verre. Je regardais mon téléphone. Je faisais n'importe quoi pour ne pas croiser ses yeux et trahir notre secret. La tension était palpable. Un soir, au restaurant, Élise a posé sa main sur la mienne sur la table. Un geste possessif, pour marquer son territoire. J'ai retiré ma main poliment pour prendre mon verre d'eau. Le sourire d'Élise s'est figé. Chloé a laissé tomber sa fourchette, qui a fait un bruit métallique en heurtant son assiette. Personne n'a rien dit. J'ai bu une longue gorgée d'eau, ma gorge était sèche. 2 mois s'étaient écoulés depuis la fête de Marc. 2 mois de double vie. Un après-midi, Chloé m'a envoyé une photo. C'était une illustration en cours. Sur un coin de sa table à dessin, posé sur une feuille blanche, il y avait mon Mediator en bois d'olivier. Il n'y avait pas de texte avec la photo, juste l'image. J'ai zoomé dessus. J'ai regardé les veines du bois que je connaissais par cœur. J'ai posé mon téléphone, le cœur battant un peu trop vite. La semaine d'essai était devenue un arrangement flou, une excuse pour continuer à se voir. Je savais que ça ne pouvait pas durer. Je le voyais dans la façon dont Chloé se rongeait les ongles quand elle pensait que je ne la regardais pas. Je le sentais dans la façon dont Élise me lançait des pics, testant mes limites. Je continuais à poncer mes guitares, le geste répétitif m'apaisait. Mais même le bois ne parvenait plus à calmer le chaos qui s'installait en moi. Ce soir, Chloé et moi étions sur un banc face à Fourvière illuminée. Elle a frotté ses bras. J'ai hésité une seconde, puis j'ai enlevé ma veste et je l'ai posée sur ses épaules. Elle s'est blottie dedans, l'odeur de mon atelier, de sueur et de vernis, l'enveloppant. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Un geste simple, mais qui a tout changé. Mon bras est monté, presque de lui-même, pour s'enrouler autour d'elle. On est resté comme ça un long moment, sans parler. Juste le bruit de la ville en dessous de nous. Sa respiration était calme contre mon torse. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas vide. Il était plein de sa présence. J'ai senti ses doigts trouver les miens, et nos mains se sont serrées. Un accord muet. Une promesse fragile dans la nuit lyonnaise. Je me sentais exactement là où je devais être. Ce que je ne savais pas,
c'est que ce moment de paix était un sommet, le point le plus haut juste avant la chute. En rentrant ce soir-là, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, on pouvait trouver une solution. J'ai repensé à son contact, à la chaleur de sa main dans la mienne. J'ai sorti mes clés, un petit sourire aux lèvres. J'étais loin de me douter que tout était sur le point d'exploser. Le lendemain, le temps a tourné. Un orage violent a éclaté sur la ville. Le ciel est devenu noir en plein après-midi. La pluie frappait contre la grande verrière de mon atelier, chaque goutte sonnant comme un avertissement. Je travaillais sur une vieille guitare folk, essayant de recoller une fissure sur la table d'harmonie. Mes mains étaient instables, mais mon esprit était ailleurs. Il était avec elle. C'est là que mon téléphone a sonné. Pas une vibration pour un message, mais une sonnerie stridente qui a déchiré le bruit de la pluie. Le nom de Chloé s'affichait sur l'écran. Mon pouce a glissé pour répondre, et avant même que je puisse dire un mot, j'ai entendu un son qui a glacé mon sang. C'était un sanglot. Un sanglot étouffé, mais indubitable. Et derrière, j'ai entendu la voix d'Élise, criant quelque chose que je n'ai pas compris. Ma main s'est crispée sur le téléphone, si fort que le plastique a craqué. Le ciseau à bois que je tenais est tombé de mon autre main, heurtant le plancher avec un bruit sec et métallique. Je me suis penché, le dos raide, pour le ramasser, tout en pressant l'écouteur contre mon oreille, essayant de déchiffrer les mots de Chloé à travers ses sanglots. Derrière elle, la voix d'Élise n'était qu'un cri de colère, une lame de fond qui emportait tout sur son passage. Mais je ne distinguais rien de précis. Elle a tout découvert, a-t-elle réussi à articuler entre deux hoquets. Pour nous, pour les cafés. Elle a trouvé le Mediator. La ligne a grésillé, coupée par le bruit de la pluie. Je me suis redressé, m'appuyant lourdement contre mon établi. Mes jointures sont devenues blanches. La pluie qui tambourinait sur la verrière semblait vouloir briser le verre. J'ai fermé les yeux un instant. « Où es-tu » ai-je demandé, ma propre voix sonnant étrangement calme, presque étrangère. Elle était dehors, dans une rue voisine, incapable de retourner à leur appartement. Le son de ses dents qui claquaient passait à travers le téléphone. « Viens ici » ai-je dit, sans même réfléchir. « Maintenant » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai attrapé mes clés sur leur crochet, faisant tomber un petit pot de cire pour bois qui s'est renversé sur le sol. L'odeur forte et citronnée a flotté dans l'air, mais j'ai ignoré la petite flaque dorée qui s'étalait lentement sur les lattes du parquet. L'attente a duré une éternité. J'ai fait les 100 pas dans l'atelier, mes bottes laissant des traces dans la sueur fine. Je ne pouvais pas rester en place. J'ai pris un bloc de bois brut. J'ai passé mon pouce sur sa surface rugueuse, puis je l'ai reposé. Chaque minute semblait s'étirer, déformée par le bruit incessant de la pluie. Je regardais la porte, m'attendant à la voir s'ouvrir. Puis je me souvenais qu'il fallait que je descende pour lui ouvrir. Je me suis passé une main sur le visage, sentant la fatigue m'envahir. Quand la sonnette a retenti, le son strident m'a fait sursauter. J'ai dévalé les escaliers, manquant de trébucher sur la dernière marche. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le mécanisme a semblé résister. Elle était là, sur le paillasson, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux châtains étaient collés à son visage. L'eau ruisselait de son menton et tombait sur le col de sa veste. Elle tremblait de tout son corps, me regardant avec des yeux si grands que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je l'ai fait entrer sans un mot, la tirant doucement par le bras, et j'ai refermé la porte sur le vacarme de l'orage. Je suis allé chercher la première chose sèche que j'ai trouvée, une serviette posée sur une pile de linge propre, et je l'ai enroulée autour de ses épaules. Ses mains, glacées, ont effleuré les miennes. Je l'ai guidée vers le vieux fauteuil en cuir près de la fenêtre, le seul endroit confortable de tout l'appartement. Elle s'y est recroquevillant sur elle-même. Elle m'a raconté la dispute, par bribes, sa voix rauque. Élise avait trouvé le Mediator en faisant une lessive. Elle avait compris. La confrontation avait été brutale. Des mots que Chloé n'a pas voulu répéter. Pendant qu'elle parlait, ses doigts tordaient nerveusement un coin de la serviette. Elle fixait un point invisible sur le mur en face d'elle, comme si revivre la scène était trop douloureux pour me regarder en même temps. L'odeur de la pluie emplissait la pièce. Puis, elle a levé la tête. Ses yeux verts, habituellement si calmes, étaient rougis et pleins d'une tristesse infinie. Elle m'a avoué qu'elle te voulait pour elle toute seule, depuis le début. Que c'était ça? La phrase est tombée dans le silence de l'atelier. Resté immobile, le dos appuyé contre mon établi. J'ai ramassé une petite cale en bois, son poids était dérisoire dans ma paume, puis je l'ai reposée exactement au même endroit. Elle a pris une inspiration tremblante, comme si chaque mot lui coûtait un effort surhumain. Et le pire, Léo, c'est que je te veux aussi.
Mais je ne l'aurais jamais dit. Jamais. Pour ne pas la perdre. Sa confession était un murmure, à peine audible. Une clarté froide s'est installée en moi. Ce n'était pas une histoire à trois. C'était une compétition déguisée. Un jeu de pouvoir dont j'avais été le pion. J'ai frotté ma nuque, sentant une vieille tension familière revenir. Elle me regardait, attendant quelque chose. Une parole, un geste. Mon esprit était vide. Tout était cassé. La confiance, l'amitié, cette fragile connexion que nous avions bâtie en secret. Je savais ce que je devais faire, et cela n'impliquait aucun choix entre elles. Je me suis dirigé vers le petit coin cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. Le déclic du bouton a été le seul son dans la pièce. La séparation avait déjà commencé, là, au milieu de l'odeur de bois et de pluie. La bouilloire a sifflé, un son strident qui a percé le bruit de la pluie. Je me suis levé, j'ai versé l'eau chaude dans 2 tasses, j'ai trouvé une boîte de verveine au fond d'un placard et j'ai laissé infuser les sachets. J'ai posé une des tasses devant Chloé, la vapeur montant en volute devant son visage pâle. Elle n'a pas bougé. Ses mains sont restées crispées sur la serviette. Je me suis assis en face d'elle, sur mon tabouret de travail, et j'ai attendu. Le silence dans l'atelier était dense, alourdi par l'odeur de la pluie et du bois mouillé. Je pouvais entendre sa respiration, saccadée. J'ai pris ma propre tasse. Le contact de la céramique chaude contre mes paumes était la seule chose réelle. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Les cernes sous ses yeux, la façon dont sa lèvre inférieure tremblait. J'ai vu à ce moment-là que je ne pouvais pas être une autre fissure dans sa vie déjà fragile. Je ne pouvais pas être la cause de cette douleur. J'ai posé ma tasse avec un bruit sourd sur l'établi. « Faut que vous parliez », j'ai dit doucement toutes les deux. Elle a secoué la tête, un mouvement à peine perceptible. L'eau de ses cheveux a goûté sur le sol en bois. Il n'y a plus rien à dire. J'ai insisté, en choisissant mes mots. Si, vous devez régler ça. Et après, on se voit tous les 3. Demain. Mes doigts ont tapoté le bord de la table, un rythme nerveux et régulier. Elle finit par hocher la tête, épuisée. Elle est restée encore 1 heure, le temps que la pluie se calme. On n'a presque pas parlé. Je lui ai donné un de mes pulls secs et un parapluie. Quand elle est partie, elle s'est retournée sur le seuil. Elle a sorti le petit médiator en bois de sa poche et me l'a tendu. Sa main tremblait. J'ai refermé ses doigts dessus. « Garde-le », j'ai murmuré. Serré le poing et est parti sans un autre mot. Je suis resté à la porte, regardant sa silhouette disparaître. Le lendemain, le ciel était lavé, d'un bleu pâle et fragile. L'air sentait la terre humide. Je suis arrivé au parc de la Tête d'Or en avance. Je me suis assis sur un banc face au lac, les mains enfoncées dans les poches de ma veste. Les feuilles mortes collaient à l'asphalte détrempé. Je les ai vues arriver de loin. Élise marchait devant, à grandes enjambées. Chloé suivait quelques pas derrière, la tête baissée. Elles formaient une ligne brisée, même à distance. Elles se sont arrêtées devant moi. Personne ne s'est assis. Élise a croisé les bras. Son regard bleu était dur comme de la glace. Chloé fixait un point juste à côté de mes pieds. Le silence s'est étiré, rempli par le cri lointain d'un pont. J'ai pris une grande inspiration. L'air frais m'a brûlé les poumons. J'ai dû racler ma gorge pour trouver ma voix. C'était à moi de parler, de mettre un point final. « Vous vous souvenez de cette soirée chez Marc ?» ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne le pensais. La première chose que vous m'avez dite, c'était une règle. Élise a haussé un sourcil, méfiante. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Vous m'avez dit, on ne sort qu'ensemble. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter entre nous. Le vent a fait frissonner les feuilles et des arbres au-dessus de nous, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages. J'ai tourné mon regard vers Chloé, qui a finalement levé les yeux vers moi. Et moi j'ai répondu, toutes les deux, en même temps. Un petit sourire triste a effleuré mes lèvres. J'ai cru que c'était une blague. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que ce n'était pas une histoire qui pouvait bien se terminer. Pas pour moi, et surtout, pas pour vous. Mes mains sont sorties de mes poches, j'ai frotté mes paumes l'une contre l'autre, un geste pour me contenir. Élise a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai devancée. J'ai passé les 2 derniers mois à essayer de comprendre les règles de votre jeu. Mais ce n'en est pas un. C'est votre amitié. Et c'est la chose la plus importante que vous ayez. Chloé a baissé la tête à nouveau, une de ses mèches châtains lui tombant sur le visage.
Elle ne l'a pas repoussé. J'ai senti un pincement au cœur, une envie de le faire à sa place. Je me suis levé du banc. Je leur faisais face, à la même hauteur. C'était la dernière chose que j'avais à leur dire, et elle devait être claire. Je ne choisirai aucune de vous deux. La phrase est sortie, nette et sans appel. Je ne veux pas être celui qui détruit votre amitié. Vous valez mieux que ça. Vous deux. Le regard d'Élise s'est voilé d'une surprise incrédule. Chloé, elle, a fermé les yeux, comme si elle s'attendait à un coup. Un long silence a suivi. Un couple est passé derrière nous en poussant une poussette. Le bruit des petites roues sur le gravier semblait assourdissant. Chloé a murmuré quelque chose, trop bas pour que je l'entende. « Quoi ?» ai-je demandé. Relevé la tête. Les larmes perlaient au coin de ses yeux verts. « Tu n'as pas à faire ça », a-t-elle dit. Oh, sa voix brisée. C'était une tentative, une dernière porte laissée entr'ouverte. J'ai secoué la tête doucement. Si, je dois le faire. J'ai regardé Élise, puis Chloé. Pour la première fois, je les voyais clairement. Pas comme une énigme à résoudre, mais comme deux personnes qui s'étaient perdues en essayant de ne pas se perdre l'une l'autre. J'ai reculé d'un pas, créant une distance physique qui symbolisait la distance que je mettais entre nous. Mon pied a craqué sur une brindille. Le son a semblé final. « Prenez soin de vous », ai-je dit. C'était tout. Des mots simples, terriblement inadéquats. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher, sans regarder en arrière. Je m'attendais à ce que l'une d'elles m'appelle, me demande de rester. Mais il n'y a eu que le silence. J'ai continué à marcher, traversant le parc, mes pas réguliers sur le sol humide. Le nouveau statut de ma vie venait de s'écrire, seul. En sortant du parc, j'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. Elles étaient toujours là, immobiles, l'une à côté de l'autre. Deux silhouettes sous les grands arbres. Je ne savais pas ce qui se passerait pour elles, ni pour moi. Je savais juste que j'avais fait la seule chose juste à faire. Je suis rentré à mon atelier, et pendant les 2 semaines qui ont suivi, le silence a été plus lourd que jamais. Chaque son d'outil me rappelait un vide. 2 semaines de silence. 2 semaines où le seul bruit dans l'atelier était celui de mes outils plus forts et plus creux que jamais. Un soir, on a frappé à ma porte. Pas la sonnette, juste 3 coups discrets. J'ai ouvert, et elle était là. Chloé. Elle se tenait sur le palier, les mains dans les poches de sa veste. Elle a levé les yeux, et j'ai vu la fatigue et l'espoir s'y battre en duel. « On a parlé », a-t-elle dit, sa voix à peine un souffle. Elle m'a donné son accord. J'ai toujours voulu être seule avec toi, mais j'avais peur de la perdre. Nos débuts ont été maladroits, pleins de silence, comme si on réapprenait à marcher. Le premier soir, elle est restée. On n'a rien fait d'autre que de boire du thé, assis de part et d'autre de mon établi. Elle regardait mes outils alignés. Je regardais la façon dont la vapeur de sa tasse embuait ses cils. De temps en temps, nos regards se croisaient, et on souriait un peu avant de regarder ailleurs. J'ai passé la soirée à polir une frette de guitare qui n'en avait pas besoin, de mes mains. Les semaines sont devenues des mois. Son carnet à dessin a trouvé sa place sur un coin de l'établi, à côté de mes pots de vernis. Le bruit de son crayon qui glisse sur le papier est devenu la bande-son de mes journées, se mêlant au raclement de mes rabots. Elle ne commentait pas mon travail, je ne commentais pas le sien. On était juste là, 2 artisans dans le même espace, créant nos propres choses, côte à côte. Un jour, j'ai retrouvé une de ces tasses à café, vide, près de ma scie à ruban. Je l'ai lavée et l'ai laissée là. Parfois, je l'entendais au téléphone avec Élise. Leur rire me parvenait, étouffé, depuis le salon. Une vieille crispation me prenait à la nuque. Je m'arrêtais de travailler, j'écoutais, puis je secouais la tête et je me remettais à la tâche, en ponçant le bois un peu plus fort que nécessaire. Chloé revenait ensuite, me souriait, et la tension dans mes épaules se relâchait. Je ne parlais jamais. C'était son histoire, son amitié. Je n'étais plus au milieu. J'étais à côté, et ça changeait tout. Un soir, en préparant à manger, je l'ai regardée. Elle était assise à la table de la cuisine, concentrée sur un dessin, la langue coincée entre ses lèvres. J'ai remué la sauce dans la poêle, le geste mécanique. Je me suis souvenu des centaines de repas que j'avais mangés seul, face à cette même fenêtre. Le silence de l'appartement n'était plus le même. Avant, il était vide. Maintenant, il était simplement calme. Il était plein de sa présence tranquille. J'ai posé la cuillère en bois sur le comptoir, un petit bruit mat.
En rangeant une vieille caisse à outils, j'ai retrouvé le Mediator en bois d'olivier. Il était tombé au fond, parmi des vis et des copeaux. Je l'ai pris dans ma paume, sa surface était toujours aussi lisse. J'ai hésité, puis je me suis approché de son coin de l'atelier. Sans un mot, je l'ai posé sur son carnet ouvert, juste à côté de la main qui dessinait. Elle a baissé les yeux, l'a regardé, puis a levé son regard vers moi. Elle a simplement hoché la tête et l'a laissé là. Il n'a plus jamais bougé de sa table. Notre intimité s'est construite dans des gestes minuscules. La façon dont elle repoussait une mèche de mes cheveux de mon front quand j'étais penché sur une guitare. La fois où j'ai passé des heures à réparer la charnière de sa vieille boîte d'aquarelle. Un soir, sur le canapé, elle s'est endormie un livre sur la poitrine. J'ai retiré le livre avec précaution. Je l'ai posé sur la table basse et je l'ai recouverte d'un plaid. Je suis resté là à la regarder respirer dans la faible lueur d'un lampadaire de la rue. Ce soir, on est accoudé à la grande verrière, regardant les lumières de Lyon s'allumer en bas. La ville ressemble à une mer d'étoiles tombées. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Son souffle est chaud contre mon cou. Le silence est confortable, familier. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, la serrant un peu plus contre moi. Je lui ai demandé dans un murmure « Et maintenant ?» Elle a pris un instant, puis a répondu, sa voix claire dans la nuit. « Maintenant, je sais que je peux avoir les deux. Elle comme amie, et toi comme quelque chose de plus. »